La porte est grande ouverte, ça y est, la 60e saison de Frépertuis City a débuté. Comme de tradition en ce week-end de Pâques, samedi sur ces images, et certains ne pouvaient pas manquer ça. Pour la réouverture, on essaie toujours d'être là. Étant passionné de parc, chaque année on l'a fait. On vient principalement pour les attractions type Golden Driller, Sommeil qui sera fermé malheureusement. Après il y a le Grand Canyon et Timberdrop. Peu importe le temps, il faut être là. Ça fait super longtemps que je connais Frépertuis. Depuis que je suis tout bébé, je vais à Frépertuis. Et voilà, j'irai toute ma vie. Une ouverture particulière pour le parc qui fête donc cette année ses 60 ans. Il est loin le temps où l'on pêchait la truite et jouait au quilles. Frépertuis est à ce jour le plus vieux parc français géré par la même famille. Une fierté. J'ai une reconnaissance pour ceux qui ont commencé, mes parents. C'était sans doute pas évident, parce que parler de parc d'attractions, il y a 60 ans, elle sortait par la fenêtre rapidement de chez le banquier. Aujourd'hui, ça va mieux. Et puis on a besoin, avec l'actualité, les visiteurs ont besoin de changer d'idée. L'histoire a bien évolué depuis. 28 permanents travaillent au parc qui embauche un peu moins de 500 saisonniers chaque année. Et qui dit 60e anniversaire, dit cadeau. Le parc en a réservé 2 d'envergure pour ses visiteurs, mais il va falloir patienter encore un peu. 2 nouvelles attractions à partir du 4 juillet. Et donc, en ces débuts de saison, on est obligé de condamner pour l'instant 2 attractions autour de cet énorme chantier. On espère assez rapidement rouvrir une. C'est toujours important dans les parcs de se renouveler et d'avoir en plus des attractions un peu fortes, alternées de moyenne, j'ai tendance à dire. Les grands 8 sont populaires, ça va être un beau petit circuit familial, comme toujours. À chaque fois, c'est super de voir que le parc s'agrandit. Au niveau sensation, vu que c'est un parc sympa, au moins ça reste pas que pour les tout petits. Donc l'attraction est fermée, mais on sait que le 4 juillet, ça sera ouvert et qu'il y aura autre chose. Rendez-vous donc le 4 juillet pour découvrir les 2 attractions, des montagnes russes familiales et une tour de 11 mètres de haut pour de nouvelles sensations. Un projet de 7 millions d'euros qui engendrera dès le début de l'été une légère hausse des prix d'entrée. L'an passé, le parc vosgien a accueilli 300 000 visiteurs, un record depuis sa création en 1966. Je prête mes jambes à, c'est le mouvement solidaire de Régis, gendarme à Limoges, qui depuis 11 ans parcourt de nombreux kilomètres en France pour attirer l'attention sur certains enfants en situation de handicap. La semaine dernière, le Limougeot s'est lancé dans sa nouvelle course, 1200 km à travers la France. Le gendarme a parcouru la première étape, 500 km entre Limoges et Troyes, pour soutenir Louis, l'enfant papillon. Plutôt que de porter un t-shirt d'une marque étrangère pour aller faire un marathon, un 10 km, etc., peu importe la distance, on met un t-shirt blanc, on y met une cause, un visage, un nom, un prénom ou le nom d'une association. Et en fait, automatiquement, ça va faire parler et faire connaître une situation ou un cas particulier, quoi. Le but premier dans tout ça, c'est d'apporter la lumière, de sortir de l'anonymat, parce que souvent le handicap amène à l'isolement. C'est plus de 22 courses, c'est plus de 6700 km de fait, quoi. C'est 20 ongles perdus, c'est 22 paires de chaussures. Enfin, autant de moments de sourires partagés et des souvenirs plein les yeux, et derrière, ça représente à peu près 20 familles. Un soutien qui touche particulièrement Julie et Louis, venus courir le dernier kilomètre symbolique avec Régis. Pour rappel, Louis est atteint de l'épidermolyse bulleuse, qui rend sa peau aussi fragile que les ailes d'un papillon. Et Louis, t'étais en quoi, toi, pour courir? Joalette. En Joalette, voilà. Louis, il a fini aussi avec nous. C'était comment? Trop bien. Louis a fait le semi-marathon à Troyes l'année dernière en Joalette, donc on était habitués, on s'est rééquipés, on a rechaussé les baskets, et puis voilà. Ah, mon petit cœur? Oui. Ça fait communiquer aussi sur sa maladie, une maladie rare et incurable à ce jour. Donc plus elle sera visible, connue, mieux ça sera pour nous tous, pour faire avancer la recherche et pour faire connaître la maladie et que ces enfants soient vus comme des petits enfants courageux. Entouré d'amis et de gendarmes, la course s'est finie à la gendarmerie de Rosières-près-Troyes. Une semaine de course mouvementée pour Régis. Partir en autonomie. Le but, c'est dans ma charrette, la particularité, c'est que dedans, il y a tout ce qui va être pour le couchage, la logistique, manger, dormir, etc. Genre aussi bien un bois, un champ, un cimetière. Et ces derniers temps, les nuits étaient très très fraîches. La dernière nuit dehors était dans un trou de forêt. Après, c'est sympa, hein, on est dans la verte. Et de me mettre aussi dans la difficulté, de dire, parce que je pourrais très bien dormir tous les soirs au sec, super endroit, feu de cheminée, etc. Mais sauf que le fait de se mettre dans la difficulté, c'est pour dire aux gens, cette difficulté,
pour moi, elle va durer 2 semaines. Mais ces 2 semaines, pour moi, elle va s'interrompre. Alors que eux, ces enfants-là, ou ces adultes-là, eux, c'est leur quotidien. Régis est reparti samedi matin pour le reste de sa course d'une distance de 700 km. Cette fois-ci direction Gujan-Mestras en Gironde pour soutenir Clara et l'association du Temps pour tous. Quant à Louis, l'enfant papillon, il donne rendez-vous le 6 juin pour une soirée blanche avec DJ Ama. Il y a un an, nous rencontrions Gauthier, alors âgé de 15 ans, en première année d'apprentissage avec le chef étoilé Stéphane Schneider. Et aujourd'hui, il participe au concours du meilleur apprenti de Moselle, aux côtés de 5 autres candidats en cuisine. J'ai pris de l'assurance, j'ai pris de la confiance en moi, je suis plus autonome que l'année dernière. J'ai décidé de faire le concours juste pour m'adapter au futur concours que je veux faire et pour apprendre, surtout apprendre. Gauthier n'est pas le seul candidat à évoluer dans l'excellence. Josepha poursuit elle aussi son apprentissage dans un étoilé, aux côtés du chef Fabien Mangus. Ça m'apporte une certaine rigueur, une discipline que d'autres n'ont peut-être pas forcément, parce que chez nous on décide que c'est comme ça et c'est pas autrement. Je suis très heureuse de faire ce concours. Ça fait depuis le début de mon apprentissage en fait que j'attends de le faire. Dans une autre salle, place à l'art du service. Chez Van enchaîne les épreuves, dressage de la table, épreuves techniques, service ou encore flambage. Et pour elle, la pression est double, car le président d'honneur du jury n'est autre que Charles Coulombeau, le chef de l'établissement où elle effectue son apprentissage. Beaucoup de stress, en plus. C'est comme si, personnellement, c'est ma maman qui venait me voir. Je peux pas ne pas réussir, quoi. C'est un petit peu ça. Moi, je me suis très peu impliqué. Alors, bien sûr, il y avait plein de questions, mais j'ai aussi un devoir de réserve. Donc voilà, j'ai pas pu trop en dire, mais elle a fait du très bon travail. Et puis, j'espère que les planètes vont s'aligner aujourd'hui pour elle. Et si c'est pas le cas, elle aura déjà eu cette expérience et c'est super, c'est très formateur. Mais malgré l'expérience que ces jeunes peuvent acquérir dans ces établissements prestigieux, rien n'est joué d'avance. C'est pas les grandes maisons qui font les grands cuisiniers, c'est une question de volonté, une question d'état d'esprit. S'ils ont envie d'être là, ils sont tous au même niveau. Il n'y a que des gens qui ont envie de bien faire, donc c'est un concours équitable et équilibré, donc c'est ça qui est bien aussi dans des configurations comme celle-là. Finalement, le travail et la persévérance ont payé pour Gauthier, qui décroche la première place. Il devient ainsi le meilleur apprenti de Moselle en art de la cuisine. Josepha et Chevan, elles, montent toutes les deux sur la deuxième marche de leur podium respectif. Voilà un équipement d'excellence dans la lutte contre diverses formes de cancer. C'est un accélérateur de radiothérapie Troubim et le centre hospitalier Émile Durkheim d'Épinal s'en est doté il y a quelques semaines. Il est opérationnel à 100%, a déjà reçu ses premiers patients vosgiens et ses avantages sont multiples. Cet appareil de radiothérapie de dernière génération permet de délivrer une dose d'irradiation toujours plus ciblée au niveau de la tumeur qui doit être traitée et qui permet d'épargner au mieux tous les organes sensibles qui sont autour et qui n'ont pas besoin de recevoir d'irradiation. C'est une machine qui permet d'avoir une meilleure précision, de prendre en compte aussi les effets de la respiration lors de l'examen, parce que c'est un examen qui dure plusieurs minutes. Donc la respiration peut aussi avoir un impact sur la visée et la cible que les médecins souhaitent traiter. On est sur des techniques qui déjà par définition ne sont pas invasives. Donc c'est un très gros avantage, qui sont rapides, qui sont de plus en plus confortables, de plus en plus précises. Et donc c'est ce qu'on met à disposition des patients à chaque fois que c'est possible. L'équipement est installé dans le service de radiothérapie, toujours en fonction de l'ancien hôpital et dans un véritable bunker. C'est d'ici que les manipulateurs radio vont réaliser le traitement, le positionnement du patient, etc. à distance, le patient va être seul dans la salle de traitement. Le plateau technique est piloté conjointement par les équipes de l'établissement spinalien et de l'Institut de cancérologie de Lorraine. L'accélérateur est doté d'un système de coupure automatique du faisceau et peut prévenir de toute irradiation inappropriée. Un accélérateur de radiothérapie qui vient en complément de celui en service depuis 2023.
Dans les Vosges, ils ont été plusieurs centaines de patients à pouvoir en profiter. L'an dernier, 650 patients ont été traités par irradiation. Et en fait, avec chaque fois plusieurs séances d'irradiation, ça représente au total 10 000 séances d'irradiation qui sont faites sur place avec la même technicité, la même qualité. Et les équipes, qui vous le savez, sont les équipes médicales et physiciennes qui viennent de Nancy tous les jours pour offrir ce traitement. On sait combien c'est déjà pénible de devoir combattre la maladie, en particulier le cancer. L'objectif est de pouvoir les prendre en charge au plus près de chez eux pour leur éviter des trajets vers Nancy ou vers d'autres centres. Il y en a un certain nombre en France quand même, c'est une machine effectivement qui est assez répandue, qui est assez polyvalente et qui permet de faire vraiment de la belle radiothérapie pour tout type de cancer. Donc c'est ce qu'il nous fallait pour ce type de service. L'équipement était inauguré ce mercredi, 4 à 5 millions d'euros, c'est le montant de cet investissement amorti sur 10 ans. Il s'agit de l'unique photo connue de la ferme Saint-Victor. Aujourd'hui, elle repose sous les eaux du lac d'Orient, un lac artificiel qui fête ses 60 ans cette année. Patrice Bourgoin collecte des archives sur ce passé familial disparu, parmi elles des photos aériennes de l'IGN. Et là, c'est la plage de Ménil-Saint-Père actuellement. Et votre ferme? La ferme de Saint-Victor était là. Elle est dans l'eau. Elle est dans l'eau actuellement parce que tout ça c'est en eau. En 2008, Canal 32 l'avait suivi lors d'une vidange décennale du lac. C'était des arbres fruitiers qui bordaient le chemin. On faisait du cidre. Tout le temps que je serai vivant, je penserai au lac de Ménil-Saint-Père et à ma ferme. Et l'autre côté, on voit les poteaux téléphoniques. Faut pas oublier ça. C'est le sol des étables. Et là, on remarque que c'était le sol de la bergerie. Je me rappelle très bien, c'était la maison d'habitation. Sa famille, éleveur laitier de viande, est expropriée en 1963. La ferme est rasée un an plus tard. 3 tuileries disparaissent aussi. Ça, c'est une collection de briques que je me suis faite. Des briqueteries de Ménil-Saint-Père, Maucry, Razetti, Goulet, Le Ganty à Géraudot. Préserver la mémoire de ces lieux est devenu essentiel pour lui. Il collectionne images et objets liés à cette histoire. Les vieilles personnes de Ménil-Saint-Père, j'en connais plus du tout. En vieillissant, on commence à penser qu'est-ce que deviendront tous les objets et les documents que j'ai actuellement en ma possession. C'est dans ma tête. On n'a pas mis ça sur papier, on n'a rien mis. Monsieur Gabriel Carré, ils ont dû le chercher avec une barque au pied de la maison pour le ramener à l'usine. La création du lac entraîne aussi le déplacement du cimetière, dont 24 tombes de fusillés de la Seconde Guerre mondiale. Son père avait alors 15 ans. Ils ont abattu 2 ou 3 Allemands sur la Nationale 19. Et suite à ça, les Allemands, le lendemain, ils ont venu réquisitionner les gens dans le pays pour les fusiller. Suite aux derniers travaux, les vidanges décennales du lac n'auront plus lieu. C'était des moments précieux pour Patrice Bourgoin. Bravant l'interdit de s'y promener avant sa remise en eau, il a pris ses derniers clichés. Je suis retourné à chaque fois que j'ai pu voir l'emplacement de la ferme. J'ai pris différentes photos avec différentes parties de la ferme, des écuries, tout ça. Soit disant qu'on n'avait pas le droit d'y aller, mais je me suis permis de prendre la décision d'y aller. J'ai dit ce sera la dernière fois sûrement. Donc j'y vais. La terme colopate de Ménil-Saint-Père, j'ai vu tout ça se créer, donc j'ai un pincement au cœur quand j'en parle, forcément. Avec le soutien de son épouse, Patrice Bourgoin poursuit ce travail de mémoire depuis plus de 35 ans.